Alors bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette avant-dernière séance du cycle des lundis numériques. Nous avons le plaisir de recevoir David Bianic, qui est donc maître de conférence à l'Université Paris 1 Sorbonne, mais qui collabore également avec l'École nationale supérieure des arts décoratifs et qui est designer de métier, on va dire. Formation et de métier. De formation et de métier, exactement. Et il présentera, donc il va intervenir, intitulé L'art des données comme médium. Donc c'est une intervention qui est peut-être un peu différente du cycle traditionnel des lundis numériques, mais on souhaitait, avec le comité scientifique, avoir cette approche des données numériques comme matériaux, comme médium, je pense que peut-être que David reviendra là-dessus, comme matériaux pour la création artistique. Nous sommes quand même à l'INHA et donc la pratique artistique contemporaine est un enjeu intéressant, et donc de lier ça avec la production massive de données que notre société est en train de produire. Donc je rappelle que la séance se déroulera toujours de la même manière, environ 3/4 d'heure d'intervention par David, et ensuite un temps d'échange avec la salle. Et bien entendu, comme à chaque fois, la séance est captée et vous pourrez la revoir d'ici la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci à vous d'être là aujourd'hui. Alors, effectivement, comme l'a indiqué Antoine, je suis maître de conférence, designer et chercheur associé à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Donc j'ai une sorte d'activité un peu en triangulaire, comme ça, entre la pratique, que je mène avec notamment différents clients et dans différents cadres, l'université et le travail en école d'art. Donc je vais vous parler effectivement d'un domaine un peu particulier que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà relativement bien, et j'essaierai de vous montrer plusieurs exemples pour que ça soit aussi assez parlant. Un domaine, une spécialité que l'on appelle l'art des données ou le design des données, le data art et data design, qui recouvre finalement des pratiques assez différentes et des propositions, des œuvres, des réalisations aussi très, très, très différentes. Donc je vais essayer d'approcher ces spécialités en vous éclairant peut-être un peu sur ce qu'elles recouvrent, ce qu'on y fait et ce qui est finalement estampillé art des données ou design des données. Et puis je vais essayer d'approcher de ces spécialités en essayant de montrer quelles sont ces différentes émergences, c'est-à-dire à la fois plus globalement dans le cadre sociétal ou dans le monde scientifique, la place des données aujourd'hui, leur omniprésence, leur présence massive a une histoire évidemment et une sorte d'évolution que j'aimerais rapidement retracer avec vous et qui amène aussi certainement ces artistes à s'intéresser particulièrement aux données. Et puis j'aimerais aussi un peu par croisement vous recouper cette spécialité en vous montrant qu'elle procède aussi d'une évolution de l'art, d'une certaine pratique artistique qui s'est exercée notamment avec les machines dans les années 60, et que l'approche et la place qu'ont les données aujourd'hui dans la création artistique, dans cette spécialité, est certainement une espèce de continuité qu'on pourra finalement assez bien tracer et lire. Bon voilà, j'aimerais approcher ce sujet-là par ces deux biais. Alors, bon, je vous ai dit que j'étais à la fois designer, enseignant, chercheur. Ce que je peux vous dire brièvement pour me présenter un peu plus, c'est que bon, j'ai différents sujets de recherche, mais il y en est un qui m'occupe finalement assez largement depuis ma thèse, qui est la question des nouveaux langages de représentation de données, donc ce qu'on appelle finalement des formalismes idiomatiques de représentation de données, c'est-à-dire tous ces langages graphiques, visuographiques, qui sont mis en place pour rendre visibles les significations que renferment les données. Et ce qui m'intéresse, en particulier dans certains de mes travaux, c'est d'essayer d'arriver à comprendre quelles sont les qualités de ces nouveaux langages, qui ne font pas forcément encore modèle, ni méthode, ni procédé, mais qui développent voilà, un certain nombre de mises en graphique nouvelles. Et j'essaie d'attraper ce sujet en essayant de montrer quelles sont leurs qualités du point de vue de l'expressivité et de la représentativité des données. Donc ça, c'est un des sujets clés qui recoupe ce qu'on appelle aussi la visualisation de données. Et le design de données et l'art des données débordent ce cadre-là, bien entendu, puisque c'est toute la mise en travail de l'art et du design à partir ou avec les données.
Il y a une actualité qui m'amène à vous parler aujourd'hui, puisque c'est aussi par là qu'on s'était rencontré avec Antoine, c'est que j'ai eu la chance, le plaisir d'être le commissaire d'une exposition qui s'est tenue il y a 1 an maintenant, à la Fondation EDF à Paris, je ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà vu, qui s'appelait 1, 2, 3 Data, et qui avait comme objectif précisément un peu ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire d'éclairer un peu les publics, en particulier le grand public, sur ce qu'on appelle l'art des données ou le design des données. J'ai travaillé avec une agence qui s'appelle Trafic pour la scénographie, avec Art Project pour la partie construction et Studio 1030 pour la lumière de l'exposition. Ensemble, on a essayé de mettre en place quelque chose qui permettait de mieux saisir et de mieux comprendre quelle était cette diversité de pratiques. Je vais couper le son parce qu'on n'a pas besoin du son. Hop. Voilà. Donc, oh là. Donc l'abord de l'exposition a été fait de telle manière qu'on entrait dans l'espace d'accueil avec finalement des œuvres relativement communes dans leur facture et dans leur installation, des sculptures, des peintures de données, des installations. Et progressivement, on avançait dans l'espace d'exposition et on montait à l'étage et on se retrouvait face à une sorte de forêt de données, c'est comme ça qu'on l'a appelé, qui était une sorte d'installation de différents projets qui nécessitaient un peu plus de temps d'exploration, de lecture et d'interaction aussi. Donc toute l'exposition était en fait organisée à travers une sorte de quadrillage, d'organisation en trois parcours qui en fait recoupent 3 postures, 3 approches, 3 démarches assez caractéristiques de l'art et du design des données. La première, elle s'appelle, que j'ai intitulée ici Exhibitory Design, qui est en fait une posture qu'empruntent la plupart du temps des artistes pour finalement mettre en place des dispositifs qui sont parfois des peintures de données, des sculptures. On a vu quelques images en introduction d'un diapositive là, de Refik Anadol, qui est un artiste d'origine turque qui vit aux États-Unis, qui propose et qui travaille des peintures de données, donc qui développe des mises en forme et des travaux graphiques à partir de la donnée, à partir des données. Et ces travaux ici représentés sont plus des mises en œuvre qui se soucient moins des significations des données elles-mêmes, mais qui utilisent la donnée comme une sorte de fuel, de carburant, de matériau premier, à partir duquel ils vont être en capacité de générer des formes, de mettre en place des sculptures, parfois cinétiques, etc. On verra quelques exemples après. Il y avait une deuxième démarche, approche que l'on peut repérer, que j'avais estampillé et étiqueté Explanatory Design, et qui renvoyait plutôt à des projets portés davantage par le design, qui essaie de mettre en évidence un certain nombre de faits, de réalités, de phénomènes du monde contemporain, en s'appuyant sur la donnée et leur mise en forme, pour pouvoir justement nous éclairer, nous apprendre, nous faire comprendre, mieux comprendre un certain nombre de ces faits et réalités du monde contemporain. Donc la donnée a de la signification, elle est prise en tant que telle et elle est projetée graphiquement pour être lisible, intelligible et nous faire plonger dans certains sujets parfois très circonscrits, les migrations humaines, les évolutions écologiques, etc. Et puis il y avait une troisième démarche, approche ou posture qui s'appelle Exploratory Design et qui renvoyait plutôt à des démarches, là aussi de designers et d'artistes, qui mettent plutôt à disposition des outils, des instruments visuographiques qui vont permettre au public, aux spectateurs, aux interacteurs, de se forer eux-mêmes un certain chemin de connaissances, de savoir. Autrement dit, dans la catégorie précédente et dans les travaux précédents, les choses étaient données à voir et lisibles, je dirais, de manière assez évidente. Dans cette troisième catégorie, l'idée était d'impliquer davantage la part de l'utilisateur pour lui-même essayer de se forer un chemin dans sa circulation. Donc à travers ces 3 catégories, l'idée c'était d'arriver à montrer une part de cette diversité de pratiques que recouvre le design et l'art des données. On verra donc quelques exemples un peu plus tard. Dans mon idée, cette catégorie, Exhibitory Design, Explanatory Design et Exploratory Design, ça procède d'une espèce de terminologie que je n'ai pas totalement inventée, que j'ai récupérée de quelqu'un qui s'appelle Edward Tufte, qui avait fait cette distinction entre Exploratory et Explanatory, le fait de donner les moyens d'explorer les significations ou d'avoir au contraire une mise en visuel et en graphique qui donne à comprendre de manière plus immédiate.
Et ça recouvre aussi certainement, en tout cas c'est comme ça que j'ai tendance à le présenter, un modèle un peu triadique de la valeur de la donnée que les artistes et les designers ont à cœur d'essayer de forer et d'explorer. Ce modèle de la valeur, il peut s'établir sur 3 grandes directions. Considérer la donnée comme une sorte de matériau brut qui appelle une transformation. Cette transformation, elle peut être d'ordre créatif, donc plus poétique, où on va retrouver effectivement des mises en œuvre, des propositions plus artistiques ou créatives qui vont utiliser la donnée comme, encore une fois, un matériau sensible, un matériau qui va alimenter et structurer certaines créations. On verra quelques exemples encore tout à l'heure. Une orientation plus épistémique qui touche davantage à ce que les sciences font, en l'occurrence avec les données, c'est-à-dire essayer de valider, d'invalider des hypothèses, déboucher sur la connaissance, faire en sorte que la donnée soit un sédiment, un élément clé de la construction et l'élaboration de la connaissance. Et puis, il y a une 3e direction, que j'appelle ici praxique, au sens d'Aristote, entre praxis et poésis, et qui renvoie davantage à des procédés, à des méthodes, à des instruments, à des services, à tout ce que l'on peut verser et développer dans le monde économique, pour le dire plus largement. Donc ces 3 directions, ces 3 transformations, en fait, elles sont assez voisines de ce que le design, en l'occurrence, et puis l'art, essaie de faire en partie avec les données, c'est-à-dire développer une nouvelle création, un nouvel type d'œuvre, on verra encore des exemples, épistémique avec la volonté effectivement de collaborer avec le monde scientifique, parfois dans des mises en forme et visuelles qui vont permettre d'aboutir à des connaissances nouvelles, et puis travailler sur des services, des outils et des mises en pratique. Voilà. Il y a un petit livre que j'avais fait paraître dans le cadre de l'exposition et qui reprend un certain nombre de ces choses-là. Et il y a par ailleurs un article que j'avais fait paraître et sur lequel je vais m'appuyer pour vous parler d'autres éléments juste après, que j'avais fait paraître dans le journal en ligne de Sylvain Bourmeau, qui s'appelle AOC, Analyse Opinion Critique, que peut-être vous connaissez. Et cet article s'intitulait « L'œuvre d'art à l'heure de sa composition par les données ». Et je vais reprendre quelques éléments clés en partie de cet article. Alors ce que je voulais aborder avec vous sur cette question de la donnée, c'est d'abord l'inscrire, en tout cas cette pratique de l'art et du design des données, l'inscrire dans une espèce d'évolution. Alors, vous êtes plus expert que moi certainement dans le domaine historique, mais ce qui m'intéresse ici, c'est d'arriver à retracer la place qu'occupent les données et leur prégnance aujourd'hui dans le travail artistique, à partir d'une espèce d'évolution que l'on peut lire depuis dans le monde scientifique en particulier. Le règne de la mesure. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'on peut repérer peut-être dans le cours de l'histoire, et certainement à partir du XVIIe, il y aura d'autres occurrences évidemment à relever plus tôt, mais il y a une sorte d'accélération nette à partir du XVIIe avec la naissance des sciences modernes, avec des sciences qui vont s'instrumenter, qui vont inventer de nouvelles instrumentations scientifiques, et qui vont s'attacher en particulier à essayer de lire, de comprendre le monde, de l'observer et de le mesurer, de collecter de l'information, de mesurer ce monde naturel en l'occurrence, à travers cette nouvelle instrumentation, ces nouvelles instrumentations développées. Donc il y a évidemment à la fois des choses qui touchent à l'optique, au mouvement avec Newton, à l'énergie cinétique, etc., avec Pierre de Fermat, bon, voilà, quantité de mesures de ce type, mais c'est vraiment un tournant historique assez important où progressivement le monde va devenir un objet d'observation et de mesure de manière assez systématique. À partir de cette période. Il y a la rigueur des sciences qui commence à se structurer, à se développer, et cette approche nous amène progressivement dans une espèce de mouvement un peu inflationniste de mesure. Alors les anglo-saxons ont un terme pour parler de ça, ils parlent de measurement, la mesuration ou la prise de mesure, comme une activité en soi. Il n'y a pas véritablement d'équivalent en français, mais on comprend assez bien dans cette espèce de terme qu'il y a cette activité comme ça de saisie par la collecte et la prise de mesure. Et alors, ce qui va intéresser les scientifiques à partir du XVIIe, mais évidemment au XVIIIe aussi, avec encore une fois toute cette instrumentation qui va se développer, et évidemment au XIXe aussi, mais les choses se sont vraiment concentrées à partir du XVIIe, c'est que ce sont en particulier les événements du monde naturel qui vont être observés. Comprendre le monde, c'est comprendre les éléments de la physique, les éléments de la chimie, de la biologie, regarder les astres et comprendre la Terre et sa situation au regard des planètes qui l'environnent, etc. En gros, essayer de saisir ce qui pourrait relever d'une sorte de phénoménalité du monde physique et astrophysique et biologique et chimique à partir d'une capacité à être dans l'observation rigoureuse et la production
de mesure. Quelques exemples qui sont assez intéressants, je ne vais pas m'y attarder trop longuement, mais vous avez quelqu'un qui s'appelle Michael van Langren, que vous connaissez peut-être, qui est un scientifique belge, qui aura, notamment par cette inscription, finalement instauré et placé la représentation statistique. C'est la première occurrence de représentation statistique dans l'histoire, puisque vous avez ici finalement un problème qui se pose à cette époque, qui est de savoir situer précisément la longitude entre effectivement Tolède et Rome. La latitude est assez facilement située, en revanche il y a une difficulté à déterminer la longitude. Et les scientifiques de l'époque vont faire des calculs, procéder à un certain nombre de tentatives, etc., vont parfois, évidemment, la plupart du temps, échouer sur la mesure juste. Et ce que va faire Van Langren, c'est, plutôt que d'aller lui-même participer à ce travail de calcul, il va simplement aller chercher la valeur médiane, il va déposer sur une réglette l'ensemble des mesures de ses contemporains, et il va chercher simplement à poser une valeur médiane pour se situer entre ces écarts. Il s'avère qu'à l'époque, il y avait à la fois des parties sous-estimées et surestimées dans les calculs, et il s'est avéré assez juste par rapport à ses contemporains. Première estimation statistique, mais ça place déjà cette espèce de démarche, cette approche de la mesure et de la collecte, et de l'inscription surtout graphique et visiographique de cette collecte. Van Langren toujours, avec l'approche de l'observation des taches lunaires, sélénographie, avec cette mesure et ce travail extrêmement précieux et rigoureux, à la fois de collecte de ces différents dessins et des mouvements, évidemment, relevés depuis la Terre. Donc il y a toute une cinématique qui va se mettre en place à cette période. Galilée va s'intéresser aux taches solaires, Scheiner aussi en Allemagne à cette période, avec justement tout un tas de dessins qui vont tracer l'observation de ces taches solaires, cette fois plus lunaires, qui vont varier évidemment selon le mouvement de la Terre et des planètes. Et tout ce travail est assez systématique de cette époque, c'est-à-dire mesurer, collecter et en même temps consigner graphiquement cette mesure. Des instruments inventés spécifiquement pour l'époque, pour faire ce travail, encore une fois, de collecte. Huygens, qui est aussi quelqu'un d'extrêmement important au XVIIe siècle, scientifique vraiment majeur, qui aura beaucoup travaillé sur différents aspects, et en particulier sur l'observation de Saturne vue de la Terre et de ses anneaux, qui aura lui aussi minutieusement inscrit et collecté ces différentes variations des anneaux et des mouvements de l'astre en question, pour essayer de comprendre et mieux saisir un certain nombre de phénomènes. Et puis il aura beaucoup travaillé, et ça c'est assez caractéristique de l'époque aussi, et assez intéressant, à l'interprétation graphique du mouvement de la lumière, mais aussi du mouvement, du son, qu'il interprétait graphiquement comme une sorte de petite succession d'ondelettes qui vont progressivement se disperser avec un calcul mathématique, enfin une évolution mathématique tout à fait réglée par avance, ce qui fait qu'on pouvait, selon ces théories de l'époque, savoir finalement quelle était la quantité de lumière ou la quantité de son qu'on pouvait attraper à partir du point d'émission. Évidemment, ça se révèle faux par la suite, mais c'est tout à fait, à mon avis, caractéristique de cette période qui consiste à essayer d'interpréter, ne plus faire figurer quelque chose du monde, mais vraiment l'inscrire dans une logique d'observation mesurée, de calcul, de collecte et de mesure. Il a travaillé sur l'isosynchronisme des oscilloscopes, du pendule, enfin bref, d'autres choses encore importantes. Donc voilà, cette activité de measurement, de mesuration, elle prend corps et elle prend pied certainement à partir de cette période. Et elle va s'intéresser à essayer de saisir les réalités du monde naturel. Ce qui, certainement, change avec la période d'aujourd'hui, certainement, si on imagine qu'il y a une sorte de continuité historique, c'est qu'on est face à un processus d'accélération, de précipitation et d'accélération de cette activité de measurement. Virilio parle on est dans une sorte de dromosphère, de période où la vitesse prend le pas. Il y a Antoine Picon qui parle d'accélération plutôt, d'une sorte de précipitation, il y a comme une sorte de mouvement d'emballement. Et il est vrai qu'on est face à une prise de la mesure finalement systématique et continuelle sur la totalité des choses qui recoupent à la fois le monde naturel, mais pas seulement. Et c'est de ça dont on va un peu parler aussi. Il y a une double actualité, me semble-t-il, pour caractériser ce que la donnée a comme place aujourd'hui dans nos sociétés. C'est d'une part sa quantité. Jamais on a eu accès et on a produit autant de données qu'aujourd'hui. Et en même temps, elle est disponible, cette donnée. C'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir les moyens aujourd'hui, alors
peu ou prou, enfin, les choses se stabilisent et on a des difficultés évidemment, le monde scientifique rencontre des difficultés évidemment, mais malgré tout, il y a une capacité, une possibilité à pouvoir traiter quasi en temps réel la quantité de données qui nous est disponible aujourd'hui. Donc augmentation, accroissement sans précédent de cette quantité de données et en même temps une rapidité d'accès, une disponibilité tout à fait nouvelle. Vous avez dans un ouvrage de Cuquier et Schoenberger que peut-être vous avez parcouru, il y a un terme qui est relevé et qui devient un terme clé aujourd'hui. On parle de dataïfication du monde, qui quelque part n'est rien de plus, à mon avis, que ce processus de measurement, donc de mise en données ici du monde, qui prend une place beaucoup plus conséquente. On est face à une séquence inflationniste, certainement, de cette prise de la mesure. Mais à mon avis, on procède du même déroulé. Sauf que voilà, ce qui est intéressant à observer, c'est que si les choses sont parties d'une observation du monde naturel, aujourd'hui, ce qui va intéresser en particulier les scientifiques, mais aussi évidemment, en l'occurrence, les artistes et les designers, c'est moins les données qui touchent au monde naturel que le monde que je dis ici en mouvement, le monde affairé, le monde, finalement, nos activités nous-mêmes, en regard, nos faits et gestes et actions. Donc c'est plus le monde naturalis mundi, mais le mundi immobibilis, c'est-à-dire le monde en mouvement, le monde finalement des activités humaines en particulier, pas que humaines, mais en particulier les activités humaines. Et c'est ça qui est assez singulier aujourd'hui, c'est que tout va être l'objet de mesure, et en particulier toutes ces activités. Alors regardons quelques exemples de projets, puis je reviendrai sur la partie proprement liée à l'histoire de l'art et à l'évolution de l'art. La place qu'occupe le design et l'art dans cette affaire. Dans l'exposition, en l'occurrence, on avait essayé de montrer que l'artiste et le designer déjà collaboraient étroitement avec le monde scientifique, que c'est aussi une posture d'artiste et designer et de créateur aujourd'hui qui est un peu particulière. C'est pas les premiers évidemment, et on peut renouer avec une sorte de tradition de la Renaissance par ailleurs. C'est aussi une question qui peut se poser aujourd'hui. Quelle place du dialogue et de l'interrelation entre art et science? Mais ce qui est certain, c'est que les artistes comme les designers ont à cœur d'essayer de développer de nouveaux territoires, d'explorer ce champ de données qui, pour partie, est une sorte de matière dont on ne sait pas véritablement totalement ce que l'on peut en tirer de bon, de beau et d'utile pour nous. Et le travail des artistes, c'est justement de participer, en l'occurrence, de la mise en forme et en expérience de ces données, mais aussi d'aller chercher des utilités, des opportunités d'usage intéressantes pour nous. Donc tirer la valeur, finalement, encore une fois, de ces données. Et d'autre part, ils ont, dans leur pratique et dans leur activité, et tous le soutiennent de manière assez vive, c'est qu'ils s'intéressent à essayer d'acculturer aussi le public, c'est-à-dire faire en sorte que chacun soit en capacité de savoir lire et écrire à l'ère des données. Leur donner les moyens de savoir lire, de savoir écrire la donnée. Ça passe aussi par un certain nombre de dispositifs visuographiques qui sont finalement disponibles à l'emploi pour finalement un large public au bout du compte. Donc nouvelle littératie des données, nouvelle capacité à se projeter dans le monde et à pouvoir aussi agir et produire du sens. Alors quelques exemples rapidement. Vous avez cette œuvre d'Erving Scherabon qu'on avait exposée, peut-être vous connaissez, non ? Ça ne vous dit rien, personne ? C'est un artiste autrichien qui se partage aussi entre art et design. C'est assez particulier aussi de cette avant-garde artistique, on pourrait dire, de ne pas se situer très clairement et pas définitivement dans un champ ou dans un autre, d'être parfois chef de projet un jour, développeur et directeur artistique le lendemain, c'est d'avoir véritablement une sorte de mobilité dans la disposition de projets collaboratifs. Et Erving Scherabon a fait un travail intéressant qui consiste d'abord à prélever des données publiques, d'abord à New York, sur les différents niveaux, l'index des revenus moyens au mètre carré dans la ville de New York. Il l'a fait pour Chicago, pour Los Angeles et puis pour Paris ensuite. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a projeté graphiquement ces données sur une partie cartographique en faisant comme une sorte de grand bar chart, lever une barre à une certaine hauteur en fonction de ce niveau de revenu. Donc au mètre carré, vous avez une sorte de quadrille de points et vous avez une sorte de barre à chaque fois qui va s'élever en fonction du niveau de revenu.
Donc de loin, et dans les quelques points de vue qu'il a mis en place, avec en plus cette espèce de nuage qui est un peu flottant autour, on a le sentiment d'approcher une ville très chicagoïste avec ses grands immeubles, etc. Et en fait, pas du tout. Vous avez ici une représentation graphique des différentes parties gentrifiées des quartiers ou des villes ici représentées dans des portions représentées. Et on voit les écarts et à la fois le rapport d'inéquité ou d'inégalité sociale de répartition sur le territoire. Ce qui l'intéresse ici, c'est d'arriver à relever cette question de l'inéquité d'accès au logement aussi, de la gentrification et tout un tas d'aspects de ce type, et de nous éclairer d'abord sur cette sorte de diagnostic pour imaginer ensuite d'autres types de projets. C'est pour lui une instance, c'est un point arrêté dans son processus, c'est une œuvre, mais c'est aussi un élément un peu, on va dire, diagnostique pour comprendre et nous donner à voir un certain état du monde et peut-être engager ensuite d'autres projets. Donc il le voit comme une sorte de sketch d'un processus finalement plus long. Un autre travail qui avait été fait par quelqu'un de très important et très influent qui s'appelle Moritz Stefaner, qui est un designer allemand indépendant mais qui collabore avec beaucoup d'acteurs et beaucoup de sociétés et qui avait travaillé sur un projet qu'il a appelé Multiplicity, qui consistait simplement à s'emparer de plus de 25 000 images postées sur Instagram qui avaient été largement plébiscitées, likées, comme on dit, appréciées par les communautés, et qui sont en fait des photos prises de Paris. Donc des photos amateurs que les gens ont prélevées de Paris, ça peut être des photos d'eux, des photos de différents monuments, etc. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a rassemblé ces photos, il les a clusterisées, il les a en fait agrégées et rassemblées en fonction de leur similarité de traits, de nature graphique et visuelle, avec un certain nombre de recoupements. Et il a finalement donné à voir ici une sorte de grand nuage dans lequel on peut plonger et approcher ces recoupements, ces similarités et ces différentes images. Ce qu'on constate, c'est très étonnant, c'est déjà une image, une perception de la ville de Paris comme on en voit rarement. On a une sorte de multiplication parfois d'une même image, d'un même type d'image, une sorte de stéréotype qui apparaît à différents endroits, des cadrages très typiques, des points de vue très typiques, des lieux très appréciés. Donc ça, c'est assez intéressant d'arriver à percevoir ces aspects-là. Et puis parfois, des recoupements et des endroits qui vont parfois mêler, en tout cas, des sensations à la fois de mets culinaires et puis parfois des lieux publics. Et il y a une sorte de corrélation graphique qui est assez étonnante. Donc c'est beaucoup de surprises et en même temps un regard sur la ville assez inattendu. Et il a travaillé sur ce projet dans d'autres cadres et notamment avec d'autres villes. Et il se rend compte aussi que ces différentes photos ne sont pas de même type, les cadrages ne sont pas identiques selon qu'on est à Berlin, à Paris ou ailleurs. Il y a aussi des marqueurs culturels très forts et que voilà, la ville, Paris, est regardée d'une certaine façon et c'est pas tout à fait symétrique avec d'autres villes. Ça, c'est un projet intéressant aussi donc de Maurice Stefaner. Ensuite, un autre projet que vous avez aperçu rapidement dans la vidéo qui était présentée tout à l'heure, qui est un projet de David Bowen, qui est un artiste américain, qui propose une pièce qui est assez étonnante et qui trônait un peu dans l'exposition, qui est cette résille graphique, enfin résille rouge, là, cette espèce de quadrille qui donne l'impression de flotter dans l'air, qui est en fait suspendue par des petits fils en nylon extrêmement invisibles. Et au-dessus de cette structure, vous avez des moteurs pas à pas qui vont la faire bouger. Donc vous avez une sorte de grille comme ça qui va onduler dans l'espace. En fait, cette grille, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif sculptural, une installation qui est mue en temps réel par des données qui sont collectées à travers une bouée houlographe qui se trouve dans le Pacifique. Dans le Pacifique, il y a quantité de bouées, il y a plus de 200, 300 bouées qui vont servir pour les calculs météo, pour repérer tout un tas de choses et faire des prévisions, etc. Ces bouées, en fait, font à peu près un peu plus d'1 mètre de diamètre, et elles vont collecter en fait la houle, donc des mouvements finalement de réfraction, des mouvements d'eau. Ces bouées ont un GPS, donc on sait les situer, on sait très clairement arriver à récupérer l'ensemble de ces mesures. Sauf qu'il y a notamment une bouée, il y en a probablement d'autres, mais il y en a notamment une, dont le GPS dysfonctionne complètement, on ne sait pas la situer. Par contre, elle émet toujours de la donnée. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rattaché, il s'est plugué à cette donnée, à cette bouée en l'occurrence, elle spécifiquement, pour reproduire ici, en l'élargissant un peu, cette portion d'eau dont on ne sait pas situer finalement l'endroit. La seule incarnation physique de cette portion d'eau, elle est face à nous dans l'exposition. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'évidemment, il y a plusieurs états de ce dispositif. Parfois, dans l'exposition, on a une vague totalement peu agitée, voilà, et puis parfois, les choses sont beaucoup plus actives. On est vraiment en prise avec une espèce de réalité, une réalité
territoriale qui dépasse finalement le cadre de l'exposition, qui nous sort du cadre de l'exposition. Vous avez un collectif espagnol qui s'appelle Domestic Data Streamers, qui travaille aussi à des mises en participation et en interaction des publics pour là, ici, permettre, dans le cadre de l'exposition, à chaque visiteur de venir déposer ce qui serait de l'ordre d'une opinion ou d'un sentiment, en s'imaginant, en se projetant en 2049 et en témoignant, en indiquant, simplement en déplaçant un fil pour répondre aux différentes questions, donc en nouant finalement un fil d'un point à un autre, en répondant si la personne a confiance dans la politique, la science, etc., ou elle craint au contraire tout un tas d'autres aspects ou périls écologiques, etc. Donc les questions sont posées, les gens viennent déposer très simplement un petit fil pour répondre et se situer. En prenant un fil qui est jaune si on est d'abord optimiste, ou pessimiste, avec une autre couleur. Voilà. Déjà, le point de départ est déjà important. Et ce qui est très intéressant par ce dispositif-là, extrêmement low-tech, ils font beaucoup d'installations comme ça dans des lieux, dans des universités, dans différents endroits, dans des lieux publics notamment, c'est qu'en 5 minutes, 10 minutes de participation, quand vous avez quelques fils qui se mettent en place, vous voyez apparaître très rapidement la concentration des avis et des sentiments convergents qui peuvent poindre. On avait dans l'exposition très souvent une défiance à l'égard du politique, par exemple. C'était très net, bon, voilà, etc. Et donc, ce sont des mises en participation qui sont très simples, mais qui permettent de comprendre aussi la puissance et la capacité que ces mises en graphique ont pour nous faire voir et entrevoir quelque chose de nous, en l'occurrence ici. Bon, ils ont fait ça sur d'autres sujets, moins passionnants, mais tout aussi clivants. Exactement, voilà. Et donc, à chaque fois, le sujet se modifie et évolue, bien entendu, mais ce qui les intéresse, c'est de se situer et de s'ancrer dans le lieu pour capter et saisir l'opinion des publics. Vous avez quelqu'un qui était présenté aussi, qui s'appelle Maral Pourkazemi, qui est une jeune Iranienne qui fait un travail absolument remarquable, à la fois très courageux et d'une grande qualité artistique et graphique, et qui consistait ici dans une sorte de grande frise sur plusieurs mètres de long, où elle a mis en place un travail graphique pour représenter le web iranien, le web halal, le web licite, le web légal, avec toutes les difficultés pour le web d'arriver à s'entoiler dans ce territoire, et toutes les stratégies de contournement que les Iraniens empruntent pour pouvoir accéder au web tel qu'on le connaît. Et donc elle a mis en place différents chapitres, différentes écritures, pour justement préciser d'un côté quels sont les noms de domaine, les types de serveurs qui sont accessibles, ceux qui sont sous contrôle, par qui, quelles sont les menaces que certains ont pu rencontrer, les peines même de prison, voire plus, que certains Iraniens ont rencontrées en ayant donné accès à des blogs, à des contenus web, etc. Et donc elle nous fait un travail comme ça extrêmement critique et très précis sur la place de l'autorité iranienne face à ce web qui finalement est un peu insulaire puisqu'il est coupé du reste du monde et les tentatives d'échapper. Et en même temps elle emprunte, ça c'est le côté des amours, et en même temps il y a un amour profond évidemment pour son pays puisqu'elle va emprunter une écriture stylistique proche de l'art perse, de tapis persan, etc. On retrouve cette espèce de travail calligraphique qui est très, très marqué, qui est l'écriture qu'elle emprunte ici pour ce travail. Voilà, d'autres exemples rapidement pour aller vite et pas trop déborder non plus. Un travail ici qui consiste à visualiser, à représenter le mouvement des animaux amphibiens, les oiseaux, les mammifères sur le territoire états-unien et à travers ça, montrer quelles sont les stratégies de contournement que ces animaux sont obligés de prendre, de faire, pour pouvoir obvier aux difficultés que l'homme, les obstacles que l'homme met sur sa route. Donc c'est un travail qui nous montre aussi combien les animaux, en tout cas, rencontrent des difficultés à mesure que l'environnement est colonisé et parfois déstructuré par l'homme dans certaines régions du monde. Donc vous avez là une capacité à entrevoir, à voir très nettement les circulations et les déplacements de ces différents animaux. Un autre projet intéressant avec une équipe qui fait beaucoup de choses, si vous ne le connaissez pas, c'est le laboratoire MIT Media Lab qui s'appelle le Sensible City Lab, qui est dirigé par Carlo Ratti, qui est un architecte, qui a fait une école d'application Les Ponts à Paris d'ailleurs, qui est un architecte italien. Et ce projet, en l'occurrence, Tripedia, consiste à représenter dans toutes les grandes villes du monde la couverture arborée des villes. Donc vous avez, finalement c'est un peu la canopée, puisqu'on voit la ville du dessus, la partie arborée du haut, avec leur coloration qui dépend à la variété
des arbres, et vous avez ici une concentration qui est plus ou moins grande, une distribution plus ou moins grande de ces arbres dans la ville. Et donc il y a un index vert qui est calculé et qui montre comment certaines villes sont plus vertueuses que d'autres. Paris n'est pas forcément au top, il y a d'autres villes bien avant. Voilà, vous pouvez circuler et vous approcher et aller repérer très près dans l'interface pour aller saisir dans telle ou telle partie. Alors l'intérêt de cet outil, c'est un travail de design, mais qui est porté ici au service des citoyens, puisqu'il est utilisé par les collectivités pour aménager et réaménager les villes, mais il est aussi utilisé comme une sorte de plateforme en partage avec les citoyens pour co-construire et co-aménager la ville. Les citoyens vont pouvoir eux-mêmes indiquer, suivre et indiquer quels seraient les endroits où il y aurait peut-être nécessité à planter ou à venir entretenir un certain nombre de parties vertes qui seraient plus laissées à l'abandon. Un autre projet intéressant avec quelqu'un qu'il faut aussi voir, qui s'appelle Lev Banovich, qui est extrêmement actif et qui travaille notamment avec Maurice Stefaner, dont on a vu un projet tout à l'heure, Multiplicity, et qui est ici une vision tout à fait particulière de l'avenue de Broadway, la plus grande avenue du monde, 13 miles de long, qu'il a ici parcouru à travers une collecte de données extrêmement dense. Donc vous avez ici face à vous une grande frise qui va saisir des petites portions de ce cadre géographique là, de cette grande avenue, et puis sont prélevés là le nombre de messages Twitter, les différents l'ensemble des check-in Foursquare qui ont été dans le réseau social lorsqu'il était pratiqué à différents endroits, une extraction colorimétrique, des photos qui sont publiées sur les différentes plateformes, et puis aussi des vues en Google Street Map qui sont instanciées. Vous avez la capacité de rassembler cette espèce d'ensemble-là pour constituer une grande masse visuelle et observer ces variations, mais vous pouvez aussi interagir avec cette dalle et pouvoir ouvrir ces espaces et forer à l'intérieur et saisir finalement les interstices. Ça participe du travail de Banovich que de mettre en place des outils qui vont nous permettre d'entrevoir et de voir la ville différemment, de pouvoir l'apprécier et regarder par des prismes aussi un peu différents, en l'occurrence ici l'ensemble des données échangées, produites sur les réseaux sociaux en l'occurrence, aux différents endroits. Un autre projet, rapidement, qui est aussi un projet qu'il faut regarder de près, parce que là je vous montre des images de manière très rapide, mais qui s'appelle The Refugee Project, qui est un projet fait par deux personnes qui vivent à New York et un artiste qui est à Brooklyn, Ekene Dioma. C'est un travail qui consiste à représenter les migrations humaines sur plus de 40 ans, depuis 1975 jusqu'à nos jours à peu près, en montrant à chaque fois quelles sont évidemment les populations qui partent et ceux qui arrivent dans les différents endroits, et en même temps en rapprochant historiquement de faits politiques, historiques, belliqueux, guerriers, etc., pour à la fois mieux comprendre ce qui a pu impulser, motiver ces déplacements de population, ce qui amène, pour ceux qui en douteraient, à comprendre que finalement ces personnes sont, pour une bonne part, évidemment, forcées de se déplacer. Voilà, ça nous donne une lecture, en tout cas historique, et des mouvements des migrations humaines avec parfois plus de netteté, plus de compréhension. Un autre projet intéressant qu'il faut aussi regarder, c'est Owen Corneck. C'est un jeune artiste, designer qui travaille avec IBM et qui a mis en place une visualisation totalement bluffante et étonnante qui consiste à représenter le web, c'est-à-dire finalement la quantité des sites et des noms de domaine et des sites et des ressources graphiques qui sont collectées sur les différents noms de domaine, sous forme de vues comme ça, satellites galactiques. Il a fait deux visualisations, une visualisation du web en 1996 et une visualisation en 2016. Et donc vous avez là un aperçu de l'espace web en 96, et en 2016 vous avez une sorte de bouillonnement de planètes avec finalement une galaxie complètement luminescente avec quantité de planètes, et puis un Google qui trône un peu au centre de manière assez nette. Et ce qu'il a fait, en fait, simplement, c'est récupérer des données et exploiter des données qui ont été mises à disposition par Kale, qui est un chercheur au MIT, qui en 1996 a eu la brillante idée de dire, tiens, si on mettait un serveur à un endroit et on branchait ce serveur et on archivait le web, qu'est-ce que ça veut dire archiver le web? C'est au moins stocker toutes ses ressources, etc. Il a mis en place ce serveur, il ne l'a pas arrêté avant 2016. Résultat des courses, on avait plusieurs gigas de données qui étaient disponibles, et c'est ce que Corneck a fait. Il a donc récupéré, il n'est pas le seul à avoir fait, il y a beaucoup de designers qui ont récupéré cette archive et qui ont mis en visuel et en graphique, mais c'est très intéressant parce que ça nous offre quand même une espèce de perception de la manière dont l'évolution fractale, en tout cas du web, et de ses différentes dérivations.
Je voulais aussi, là, maintenant, vous situer ce travail artistique et créatif à partir d'une évolution historique, celle de l'histoire de l'art, en tout cas une sorte de mouvement où peut-être la donnée est devenue intéressante comme matériau en l'occurrence. Dans l'article que je citais tout à l'heure, donc dans AOC, j'ouvrais le texte en disant « Il est dorénavant du principe de l'œuvre d'art d'échapper à la seule détermination de son auteur ». Là, je reprenais le pas de Benjamin avec une formule bien connue, simplement pour dire qu'il y a peut-être dans la génération des artistes d'aujourd'hui, et en l'occurrence à partir des années 60, la volonté affichée et affirmée de laisser agir les dispositifs, en l'occurrence machiniques et informatiques, soit de se libérer un temps la main et d'accepter perdre un peu de maîtrise sur le processus poétique de génération de l'œuvre. C'est quelque chose d'assez caractéristique qu'on voit poindre à partir des années 60 et qui consiste effectivement à se libérer la main, à accepter que la machine, en l'occurrence informatique, vienne parfois contredire, parfois défaire, parfois refaire des choses qui ont été initialement posées. Donc, c'est ça qui est intéressant à observer à partir des années 60, c'est-à-dire cette volonté. Alors, il y a eu bien avant, antérieurement aux années 60, le fait de faire entrer le hasard comme un élément, un agent perturbateur et créateur, une volonté de s'échapper. On connaît les images de Picasso qui cherchent inlassablement. Bon, bref, il y a quantité d'exemples qui montrent que les artistes ont voulu se mettre parfois en difficulté et échapper à un systématisme dans la facture et le travail artistique. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est que l'entrée des machines informatiques a vraiment installé cette espèce de possibilité, concrètement, pour que cette nouvelle fabrique de l'art se mette en place, un travail qui serait un art qui serait au travail ou en travail avec les programmes informatiques. Alors, ce qu'on peut voir aussi, on va voir quelques exemples, c'est que dans ces travaux à partir des années 60, la volonté était très nettement affichée, y compris dans l'ensemble des textes qui étaient parus, Max Benz et d'autres, de ne pas chercher de l'automation, de ne pas être dans des processus automatiques. Il ne s'agit pas de faire en sorte que la machine soit là pour répliquer ou produire des choses dont on sait déjà ce qu'on va a priori obtenir. Donc le futur de Vaucanson, enfin cette espèce de prolongement comme ça de l'automate, absolument pas ce qui est ici visé et recherché. Simondon, je mets une incise de Simondon ici, qui disait très justement et très fort justement et très bien dit que l'automatisme n'a pas grand-chose d'intéressant. L'automatisme, disait-il, est un assez bas degré de perfectionnement technique. Pour rendre une machine automatique, il faut sacrifier bien des possibilités de fonctionnement, bien des usages possibles. Donc c'est très clair dans l'esprit en tout cas des artistes de l'époque que de ne pas utiliser la machine pour en faire un automate. C'est pas non plus ce qui les intéresse, c'est pas non plus d'être dans un travail de rapport combinatoire, génératif et purement combinatoire, où il s'agirait de circonscrire un vaste champ de possibilités et d'aller faire de la pioche aléatoire dans des possibilités. Autrement dit, on aurait éprouvé ou contouré l'entièreté des possibilités et on aurait finalement une sorte de tirage aléatoire de certain nombre de choses. Non, ce qui intéressait à l'époque les artistes, c'est de passer d'un régime poétique à un régime ici génétique, génésis, c'est-à-dire de mettre en place quelque chose qui soit vraiment générateur et qui crée en l'occurrence quelque chose de tout à fait singulier. Dans des textes d'Aristote, alors il faudra retomber effectivement dans ces textes autour de la logique, il fait mention de termes et une distinction de termes qui, rapporté au latin, donne intentio et extensio, c'est-à-dire intention et extension. Moi, je postule qu'on peut peut-être utiliser ce travail, en tout cas cette terminologie, pour essayer de comprendre ce qui se joue dans le travail artistique, avec les machines en l'occurrence. Entre intention et extension, nous dit en substance Aristote qu'il y a des choses qui sont préalables, qui sont initiales et qui sont portées comme ça, comme en germe au départ. Les extensions, c'est ce qui va se prolonger, c'est ce qui va continuer. Et peut-être c'est assez juste pour parler de ce qui se joue avec les machines. Autrement dit, les intentions seraient celles de l'artiste qui poserait et qui établirait les éléments premiers du langage, algorithmique par exemple, et c'est ce qui tend vers, c'est ce qui va vraiment permettre d'aller dans une certaine direction, et puis les extensions, c'est ce qui s'étend, ce qui va ensuite gagner et prolonger le travail initial. Donc ce qui est en germe, ce qui est virtuellement là, en attente, inscrit dans les programmes et dans les algorithmes de départ, va ensuite trouver des extensions qui sont parfois complètement divergentes et en dérivation de ce que le programme initial avait pour autant porté. Donc ce qui est intéressant, c'est que les artistes ont voulu faire échapper les programmes de la simple commande ou de la simple demande, et de faire en sorte qu'ils puissent avoir une place dans ce processus poétique à part entière. Alors vous avez des gens que vous connaissez peut-être dans cette période. George Nice, on disait les 3 N, Michael Knoll, George Nice
et puis Frieder Neik, qui sont des gens qui vont, avec Manfred Mohr, avec Max Benz, avec Vera Molnar, avec plein d'autres, qui vont travailler à la mise en place de formes graphiques génératives qui vont utiliser les ressources de la programmation et des machines pour produire finalement des compositions singulières. Ils sont à chaque fois toutes des possibilités innombrables, dont il ne s'agit pas de piocher ni de circonscrire des ensembles, mais plutôt d'avoir une machine qui va finalement produire quantité de variations sur des thèmes qui parfois dérivent, puisqu'il y a aussi une part d'échappée des programmes. Voilà, un autre travail de Neik. Frieder Neik, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, comme Max Benz aussi, sur l'esthétique. Max Benz, le texte Esthética est un texte fondateur de l'esthétique informationnelle. Et Neik a aussi beaucoup écrit et fait paraître d'articles qui expliquent comment ces machines ont une place tout à fait déterminante et singulière. Et puis il y a toute une génération qui va suivre après ces gens-là. On dit Manfred Mohr, Vera Molnar dans la même génération à peu près. Et puis vous avez John Maida, et puis vous avez Golan Levmanovich dont on a un peu parlé, qui sont des gens qui vont suivre cette dynamique et qui vont chercher dans la programmation et dans les machines informatiques et dans les programmes de quoi développer et mettre en place des œuvres ou des créations qui vont mettre en exergue cette espèce de lâcher-prise, cette volonté d'échapper. Et puis plein d'autres gens, Anadol dont on a parlé, Zach Lieberman, etc., des gens plus jeunes comme Manabe, qui vont reprendre ce flambeau. Mais la différence, en l'occurrence par rapport à leurs aînés, c'est que à partir de l'époque de Maida, Malovitch et des plus récents, là, on va dire Malovitch, on arrive à un certain épuisement des programmes, parce que évidemment les programmes sont soumis à un certain déterminisme. Et que les programmes seuls, quand ils sont les seuls agents, je dirais, variants, les seuls acteurs, les seuls actants variants, eh bien, nous amènent face à des résultats qui sont circonscrits, limités pour partie. Donc ça fait partie, c'est inscrit dans l'ADN des programmes, évidemment, ce déterminisme. Comment échapper à ça? Et c'est là que, de manière tout à fait opportune et bien sentie, les données arrivent comme des éléments, des intrants, pour le coup, dans les programmes, qui vont permettre de perturber et d'amener de la variabilité, du contingent, etc. Donc faire œuvre avec les données, ça arrive à un certain moment dans l'histoire des pratiques artistiques avec les machines, où les programmes, pour le dire brièvement, s'épuisent dans leur capacité de variation et d'évolution. Et les données sont un substrat formidable, puisqu'ils concentrent tout un tas de variations en permanence, puisqu'ils peuvent être actualisés, collectés en temps réel. Ils renvoient à des ensembles qui sont parfois statiques mais évolutifs dans un temps plus long, parfois extrêmement variants. Et donc ce qui va être important, c'est donc de s'attacher aux données, parce que ces données sont ce sur quoi computent et ce à partir de quoi computent les programmes. Les données vont avoir cette capacité-là, cette actualité-là. Donc il y a un point de recoupement, me semble-t-il, entre à la fois cette espèce de mesurement que j'évoquais au démarrage, c'est-à-dire cette espèce de processus comme ça, inflationniste, où la donnée devient encore plus prégnante et visible et importante dans nos sociétés, et à un moment où finalement le champ artistique, avec ce travail avec les machines, recherche une denrée, un substrat plus particulier. Alors ce qui est nouveau avec les données en l'occurrence, c'est que les données vont à la fois être le carburant, le moteur par lequel effectivement ces générations artistiques vont apparaître, mais ils vont définir à la fois le fond et la forme. Ils vont définir le matériau, ils vont être le matériau de construction, si je puis dire, mais en même temps ils vont définir le sujet. C'est eux-mêmes, ce sont les données elles-mêmes qui vont permettre de situer le sujet et le thème, en tout cas la portée de signification que l'œuvre peut avoir. Elle est tout à la fois substrat, mais aussi le contenu de ces œuvres. Quand on voit tout à l'heure David Bowen avec cette vague qui flotte, c'est très net. On a quelque chose qui va être à l'amorce, qui est finalement l'agent poétique, la donnée elle-même est l'agent poétique de l'œuvre, mais en même temps, elle situe clairement le sujet, la signification, la portée, l'expérience que l'on fait ici de l'œuvre. C'est la distance géographique qui nous sépare avec le point d'origine des missions de données qui est intéressant à prendre en compte. Donc ces données vont être utilisées pour générer des grammaires vidéographiques, articuler des squelettes cinétiques de sculptures comme Bowen par exemple, etc., etc. Tout un tas de machines et d'appareils poétiques, on pourrait dire, dirait Pierre Damien, d'appareillage, Pierre Damien Big, finalement sont générés et produits par les données. Et les données vont avoir ces deux capacités, c'est là qu'elles sont intéressantes pour les arts en tout cas. C'est qu'elles vont permettre de situer
de produire une espèce de photographie un peu grand angle du monde d'aujourd'hui, en particulier ce monde affairé que je vous évoquais tout à l'heure, mais en même temps, dans un temps plus long, puisque l'œuvre, en l'occurrence, n'a pas qu'un état, mais une succession d'états dilatés dans le temps. Évidemment, vous voisinez, vous rencontrez une œuvre qui va à chaque fois avoir un jour totalement nouveau et particulier. Eh bien, à travers ça, elle nous fait voir certainement aussi un certain nombre des vicissitudes, des remous, des oscillations du monde d'aujourd'hui. Elle nous fait voir et comprendre aussi ce monde en mouvement, mais sur un temps de lecture plus long. Donc il y a à la fois cette focale et cette capacité à entrevoir de manière très, très rapide, et en même temps cette capacité à sentir et à éprouver aussi les choses dans le temps. Quelques autres exemples intéressants. On parlait d'Ikene Ijoma tout à l'heure, celui qui travaillait sur les migrations humaines avec HyperAct. Il a fait un travail qui est assez voisin du travail qu'on a vu tout à l'heure, là, sur New York et Chicago. Cherabon, cherchez son nom. Ici, c'est donc l'île de Manhattan, à New York, qui est travaillée en sculpture en 3D, qui baigne dans un espèce de jus noirâtre. Vous ne voyez pas ici, mais vous avez un petit écran, normalement, autour de ce bain-là. Et vous pouvez rentrer votre revenu annuel. Donc vous marquez une quantité d'euros ou de dollars, je ne sais plus comment c'est indiqué. Et vous avez cette structure qui, en fonction de ce que vous rentrez, va vous faire apparaître ou disparaître les parties de l'île où vous pourriez habiter, par exemple. Là où, a priori, vous pourriez trouver à louer ou à acheter, etc. Donc selon la somme que vous rentrez, soit l'île disparaît complètement, ce qui arrive quand même assez souvent, soit il reste comme ça quelques petits îlots où vous dites ah je pourrais, bon voilà. Donc là aussi c'est pareil, c'est quelqu'un qui vient d'une autre culture, enfin, qui vit aux États-Unis mais qui est très très impacté par des problèmes d'inéquité, d'inégalité sociaux, etc. Et qui donc à travers cette mise en figure marque aussi un certain nombre de réalités sociales très très fortes. Avec voilà, quelque chose de relativement... la lenteur du dispositif, le fait que la ligne vient se plonger comme ça, est aussi quelque chose de relativement signifiant. Vous avez quelqu'un d'intéressant, Richard Witgen, qui est aussi dans l'exposition, qui est quelqu'un qui vit pas loin d'Amsterdam, et qui propose un dispositif, une sorte de tondeau, comme ça, qui est projeté au-dessus de vos têtes, et qui est en fait une percée dans le plafond, qui vous donne à voir, en temps réel, exactement situé là où vous êtes, la couverture 3G, 4G, le trafic aérien, la distribution aussi... de l'air, les vents, etc. Bref, quantité de phénomènes à la fois météo et aussi l'ensemble de ces objets volants au-dessus de votre tête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'inscrit d'une certaine façon dans la tradition artistique, à un certain sens, et en particulier la Renaissance italienne, avec cette fameuse perspective au di Sotto in Su, où vous avez comme ça l'architecture et la quadratura, l'architecture qui reprend, bon, on n'a pas cet effet de perspective travaillé, mais c'est vraiment la proximité nettement affichée ici, d'avoir cette percée et cette volonté d'inscrire ici de la visualisation temps réel dans le cadre architectural. Refik Anadol, on en a parlé, c'était la slide qui était au tout démarrage, qui travaille lui aussi sur des données ou qui part de terreaux de données extrêmement variés, phénomènes météo, il représente les vents. Ce qui l'intéresse, c'est de capter la mécanique, une sorte de mouvement et de singularité comme ça, de dynamique plutôt, oui, de dynamique à partir des données transcrites ou inscrites dans la donnée. Ce qui l'a intéressé sur ce projet, ce sont les connexions synaptiques et les mouvements du cerveau et l'ensemble des activités qui se passent dans le cortex cérébral. Il a donc en fait travaillé avec des scientifiques pour collecter ces mesures et il a instancié ces collectes dans une espèce de glaise 3D qui l'amène à produire, vous voyez, cet ensemble-là qui va évoluer face au spectateur. Alors on est sur une portion, on ne sait pas situer, on ne sait pas dire de quoi il s'agit. Simplement, ce qui l'intéresse, c'est de capter des patterns, comme on dit souvent, des motifs, des éléments particuliers qui caractérisent une mobilité de cette modélisation. Alors c'est quelqu'un qui travaille avec des choses assez gigantesques et qui a un fort intérêt pour tout ce qui est expérience scopique, cinétique et perceptive très forte. Donc voilà, vous avez ici un aperçu. Donc là, en l'occurrence pour Anadol, ce qui est vraiment intéressant pour lui, c'est d'arriver à tirer de cette portion donnée quelque chose qui va amener du visible et de la surprise dans ce qui est produit. C'est moins évidemment d'aller chercher une interprétation précise, on l'a bien compris, face à ce qu'il nous est versé là, mais plutôt d'arriver à trouver le liant, le grain de départ qui va permettre cette variation de l'œuvre. Ça je passe, je vais essayer d'aller plus vite parce que je... Et puis vous avez une agence Field.io qui est une agence londonienne, 5 minutes,
londonienne qui travaille ici sur tout ce qui est modèles procéduraux et paramétriques à partir de données économétriques. Donc en l'occurrence, les données économiques, les données d'import-export sont en fait complètement déversées dans cette espèce d'objet 3D qui va avoir une espèce de fluctuation. Vous savez, quantité de gens du monde de la finance qui observent en temps réel un certain nombre d'indicateurs, etc. Vous pouvez tout à fait imaginer, c'est aussi la perspective d'usage qu'ils ont là, d'avoir des ensembles qui vont être beaucoup plus fins et beaucoup plus précis dans leur ADN formel ici, pour rendre compte et restituer d'un certain nombre de poux d'activités ici du monde économique. Je passe, puisqu'il me reste 5 minutes, pour vous dire que voilà, je travaille en ce moment aux Arts Décoratifs sur un programme qu'on a appelé Data Phenomena et qui consiste à essayer de s'interroger sur la place que peuvent occuper les données lorsqu'elles sont matérialisées, lorsqu'elles sont physicalisées, lorsqu'elles sont chosifiées, on pourrait dire. Donc ce qu'on appelle data matérialisation, c'est la capacité à aller rendre compte est visible, non pas simplement sous des formes visuelles et graphiques, on a vu quelques exemples, mais vraiment sous des aspects beaucoup plus matériels. On parle de sonification, de luminification, la capacité à produire ou à déplacer le sens des données dans de la mise en lumière, notamment dans l'espace public, etc. Donc on travaille là-dessus, et en se disant que peut-être on va toucher là une sorte de nouvelle phénoménalité des données, ou faire en sorte qu'elles soient encore plus prégnantes dans l'espace et dans l'expérience sensible que nous avons au quotidien. J'avais travaillé sur un projet qui mettait ici en évidence, ligne par ligne, première ligne c'est l'année 2019, dernière ligne c'est l'année 2006. Ce sont tous les hashtags sur Twitter les plus plébiscités en temps réel. Vous avez face à vous une sorte de tableau qui vous montre finalement, qui évolue, je vais mettre une vidéo, qui évolue et qui vous fait voir en temps réel, c'est-à-dire on est le 13 mai, il est je ne sais pas quelle heure, 19h, etc. Pour le 13 mai 2019, vous avez l'ensemble des mots sur la première ligne qui vont défiler, 2018, etc. etc. Et ce qui est tout à fait intéressant par ce dispositif-là, c'est qu'on voit une évolution très nette, à la fois des sujets, des termes qui intéressent l'opinion publique sur les réseaux sociaux. Là, c'est Twitter, en l'occurrence, sur les termes. Et puis, en arrière-plan, vous avez Instagram, les photos les plus publicitées sur Instagram. Vous voyez qu'il y a aussi des choses qui peuvent être des images très publicitées dont on peut s'interroger sur l'intérêt, mais ça, c'est autre chose. Y compris sur les mots-clés aussi. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on a pu observer par ce dispositif, c'est qu'il y a des moments où les termes sont très variés et très disparates. Et il y a un moment particulier dans l'histoire où il y a une sorte d'alignement sur des moments historiques, où il y a de la commémoration, où il y a du souvenir collectif, le World Trade Center, des attentats ou ce genre de choses. On situe évidemment l'année où les choses ont été visibles dans l'année en particulier. Et puis, il y a toute une espèce d'écho comme ça, de propagation, où il y a un alignement des termes. Donc c'est assez intéressant d'observer comme une sorte de carottage dans le temps, d'arriver à voir comme ça la proposition et les propositions ici. Donc moi j'aime bien parler de brouet d'émotions, parce qu'on a un vrac absolument incroyable, avec des passions, des déchaînements, des plaisirs, des déplaisirs, des envies, des condamnations, bref, tout un tas de choses. Mais à des moments particuliers, c'est comme si on avait un alignement de planètes, on entrevoit quelque chose d'assez particulier qui, semble-t-il, réunit l'intérêt. Un dernier projet, puis après j'arrêterai, un projet sur lequel je suis, qui est un projet qui reprend en fait la victoire de Samothrace, que vous connaissez, la fameuse grande sculpture de la période helléniste, et qui essaie de jouer une espèce de collusion assez improbable entre cette sculpture retrouvée évidemment dans les îles grecques et en l'occurrence des données qui touchent aux migrations humaines et aux réfugiés qui ont traversé, qui ont parcouru les îles grecques en l'occurrence entre 2014 et 2019. Donc vous avez notamment un pic assez important à partir de 2016. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire rentrer en collusion cette sculpture avec ces données, de telle sorte que cette sculpture soit totalement déformée. Son maillage, sa 3D a été altéré en fonction des données qui sont ici, qui proviennent de l'ONU et qui touchent à ces migrations en l'occurrence. Donc c'est une sorte de représentation de ces migrations, mais en creux, en négatif, à partir d'une forme qui a été altérée, etc. Bon, j'aurais beaucoup à dire là-dessus, mais j'avance. Et puis un dernier projet, et vraiment je m'arrête, c'est ce projet de mobilier sur lequel je suis. Le travail de chaise constitue une chaise à partir de données. On a une base, une chaise qui est basiquement formulée géométriquement installée. Et puis tous ces points vont être en fait variants et variés
en fonction de la période actuelle, économique, politique, environnementale, etc. Vous avez des chaises Louis XVI, des chaises Louis XIV, des chaises de style. Il pourrait y avoir des chaises qui correspondent à la période dans laquelle on est, peut-être la chaise d'Emmanuel Macron, par exemple. Et vous avez donc des données qui correspondent à cette période et qui sont ensuite réinscrites dans l'objet. Ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse par ces dispositifs, c'est d'arriver à rendre sensible et perceptible dans le quotidien et auprès dans la vie de tous les jours, quelque chose qui touche à cette incarnation et impact de la donnée dans nos vies. Bon, je m'arrête là, parce que j'aurais débordé le temps. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup David pour ce passionnant état de l'art, hein, si je peux me permettre l'expression, sur les données comme matériaux, comme médium. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? C'est rapidement brossé, hein, je m'en excuse, mais bon, vous avez aperçu. Bonsoir, vous avez parlé de la quantité des données, de leur accessibilité. Vous n'avez pas parlé de la qualité de ces données-là et comment elles sont interprétées par les artistes ou par les designers. Oui, alors c'est effectivement un vrai sujet. En l'occurrence, il y a plein de projets très très divers. Ce qui va vraiment intéresser en particulier les projets, notamment les artistes que je vous ai présentés, c'est moins la qualité à proprement dit des données que leur mode de génération et de production. En gros, pour beaucoup des exemples que je vous ai montrés, ce qui va intéresser, ce sont les processus par lesquels cette donnée a été rendue accessible, produite, dans quelle quantité, quels sont les flux, quelles sont les transactions, les échanges, etc. Dans d'autres projets, c'est différent, parce que dans d'autres projets que je n'ai pas forcément montré là, on est sur des propositions qui visent à essayer de comprendre, de saisir un certain nombre de réalités, de sujets particuliers, des problématiques environnementales, des problématiques sociales, bref, des choses qui touchent à des réalités plus précises. Et là, en l'occurrence, il y a tout un travail de qualification, de raffinement des données, de croisement. Et en général, ce travail se fait beaucoup avec le monde scientifique, donc il y a une collaboration très forte. Mais l'intérêt pour les données de la plupart des artistes et designers, en général, c'est la donnée brute telle qu'elle est produite, comme une sorte d'élément scintillant qui, à travers la donnée, nous fait voir un peu ce que l'on est, quoi. Donc même si la donnée est redondante, hétérogène, etc., ça peut être intéressant parce que ça peut dire quelque chose de nous, quoi. Oui, en fait, je voulais savoir la différence que vous faisiez entre les données et les représentations. Parce qu'au fond, on a de temps en temps l'impression que la représentation crée la donnée, ou le mode de représentation crée la donnée. Oui. Et puis à d'autres moments, on se dit, bon, alors... Ok, il y a des données, c'est de l'information, mais en fait, une information sans représentation, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, il y a quelque chose qui va informer la donnée pour la représenter. Et je voulais savoir s'il y avait des artistes qui s'intéressaient au formatage de la donnée, en fait. Parce que c'est une sorte de formatage, et il y en a autant que de propositions, j'imagine. Oui, bien sûr. Oui, c'est une vraie bonne question, c'est sûr. Ce qui est certain, c'est que peut-être depuis William Playfair, par exemple, depuis cette période un peu inaugurale où l'économie est devenue un sujet aussi, où l'économie s'est emparée des outils de visualisation de données, de représentation de données, de représentation, pas de visualisation de données, on a vu et on a compris, on a saisi que projeter des données graphiquement, c'est à la fois les traduire, les translittérer. Moi, j'aime bien parler de translittération plutôt que de traduction. Alors, on déplace dans un régime de signes, on a une matière qui a une expression et on va la déplacer dans un autre régime de signes. On essaie de limiter autant que faire se peut l'interprétation qui consisterait à faire dévier le sens initial de la donnée. Donc, on va translittérer, c'est-à-dire qu'on va essayer de les déplacer. Mais en faisant ce processus-là, finalement, en récupérant une variable de données en variable graphique, alors typiquement, j'ai une colonne avec une grandeur, par exemple, en centimètres, eh bien, ça va correspondre chez moi à un objet qui va avoir une taille plus ou moins variable. Donc, je suis capable de translittérer cette valeur dans une variable graphique qui va me faire voir une taille plus ou moins grande. Et ce que Playfair a prouvé dans ses premières visualisations graphiques, représentations graphiques, pie chart, bar chart, etc., c'est qu'en faisant ça, bien sûr, on donne accès à cette information et à sa signification, mais on produit de la signification. Évidemment. Il avait représenté notamment le rapport d'échange entre l'Irlande et l'Angleterre en termes de denrées d'export, import-export. Et en faisant ça, en représentant ces données d'exportation, par exemple, de l'Irlande vers l'Angleterre, on voyait en creux le bénéfice commercial que l'autre pays avait, qu'on n'aurait pas pu lire dans les chiffres en eux-mêmes. Donc,
Oui, il y a un souci d'arriver à faire en sorte que la proposition graphique soit un supplément de la projection des données pour qu'elle amène à lire des significations qui n'étaient pas tenues dans le corpus initial. Et il y a une vigilance, et il y a même une suspicion tout le temps de savoir si celui qui s'empare de la visualisation graphique n'est pas en train de nous tordre le sens premier et nous amener vers quelque chose qui... Alors, il y a Alberto Cairo de son nom, C-A-I-R-O, qui est un chercheur, son prénom m'échappe, mais c'est Alberto, qui avait fait un papier, un article très intéressant sur justement comment le design et la visualisation de données est pris comme ça en difficulté dans ces modes de visualisation. Mais la plupart mettent en place, rendent visible le processus par lequel le travail est fait. Donc on comprend quels ont été les choix de mise en œuvre, les choix graphiques, les tactiques, les volontés parfois d'emprunter tel chemin plutôt que tel autre, bien souvent au bénéfice de la transcription et de la visibilité des significations premières qui étaient contenues dans les données. Ouais. Une autre question ? Merci infiniment. Je pense que tout ce que vous nous avez dit ressortit bien de la propriété intellectuelle, que pour moi il s'agit d'une esthétisation de la mise en forme de données, mais là où, à part David Bowen et vos projets à vous, ce que je ne vois pas, c'est l'art. C'est-à-dire, est-ce que ceux qui font ces propositions se considèrent comme artistes ou comme auteur, qui n'est pas forcément un artiste? C'est juste. C'est vrai que c'est très difficile d'arriver à situer la qualité, la particularité des objets qui sont produits, d'autant même que les créateurs en eux-mêmes ne sont pas totalement, extrêmement clairs sur leurs intentions et leurs projections. En fait, et c'est pas pour rien qu'on est sur un voisinage, parfois une sorte de collusion et de fusion entre art et design, c'est qu'on oscille en permanence avec des projets qui tendent vers l'artistique mais qui n'en sont pas véritablement, qui sont comme ça une espèce de dérivation d'un processus de projection de design, par exemple un processus serviciel extrêmement bien inscrit avec un pas de côté qui va tenter des choses et qui va valoriser ces tentatives. Parfois, on est sur des démarches davantage et nettement plus inscrites. Effectivement, c'est le cas de Bowen, c'est très clairement un artiste qui s'inscrit dans la dynamique, y compris de Maurizio Bognini, c'est-à-dire un travail avec les machines qui s'est développé en Italie à une certaine époque, etc. Et puis, il y a des designers qui, effectivement, rencontrent des artistes avec lesquels ils font des projets et qui créent... Alors, c'est le cas notamment du MIT Sensible City Lab. Carlo Ratti fait des objets indifférenciés, une espèce de choses qui sont entre le service, entre l'outil parfois, et puis parfois ça sort du cadre et ça prend un statut particulier. Mais alors en même temps c'est un problème, je suis d'accord avec vous, parce qu'on peut s'interroger sur la qualité réelle de ces productions certaines fois, d'autant qu'elles sont présentées dans des cadres muséaux parfois. Et en même temps, moi j'ai tendance à considérer ça comme une sorte de liberté de bouffer un peu d'oxygène, parce que ça nous offre de considérer aussi des qualités dans les objets qui sont présentés, indépendamment du statut qu'on peut rabattre sur eux. Et du coup, on a une profusion de propositions qui sont tout le temps des moments interstitiels, des objets interstitiels entre un projet qui n'est pas complètement abouti, mais qui peut avoir des dérivations, des extensions, et puis quelque chose qui peut avoir des singularités, qui est un point de départ vers d'autres types de projets. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de vivacité, dans le sens qu'il n'y a pas d'inscription tout le temps précise de la nature de l'objet qui est présenté. Mais je suis d'accord avec vous que c'est une difficulté. C'est sans doute dû aussi au fait que le contexte est émergent et qu'on a des profils très variés qui se rencontrent et qui, ensemble, essaient de co-constituer ce qui relèverait d'un champ artistique plus ancré, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question, si en partie. Une autre question, j'en profite pour poser les miennes rapidement. J'aurais 3 questions qui n'ont rien à voir, l'une entre elles. La première, vous avez parlé de l'art génératif, du déterminisme, les systèmes de déterminisme par l'automatisme, mais avec les nouvelles avancées technologiques, et je pense notamment aux travaux de Mario Klingman sur le deep learning, l'art génératif, avec des machines, bien sûr derrière il y a aussi une dimension de corpus d'entraînement, mais d'idée que de s'échapper par le déterminisme, par cette approche de deep learning, d'apprentissage profond, qui permet de générer des corpus visuels à partir d'autres corpus visuels. Donc cette question de est-ce que le deep learning
peut être une porte pour échapper au déterminisme? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui a tout petit peu été évoquée avec votre dernière réponse, sur la question pas de la formation, de la compétence de ces artistes, mais on voit bien qu'ils sont vraiment à la frontière entre différentes disciplines. Voilà, je ne vais pas faire l'analogie avec l'historien et la Durie, mais voilà, est-ce que l'artiste est codeur? Voilà, une question comme ça là-dessus, sur les formations peut-être. Peut-être avec votre approche en tant que professeur aussi à l'école pour être intéressant. Et enfin, une troisième question sur la question des matériaux utilisés. Est-ce que de considérer la donnée comme matériau, on va dire, pour rendre quelque chose de tangible, est-ce qu'il y a aussi, dans certaines pratiques artistiques, une réflexion sur les nouveaux types de matériaux qui seraient susceptibles de mieux transcrire ou d'incarner cet nouveau matériau qui est la donnée? Ou est-ce qu'on est plutôt dans l'approche de s'inscrire dans une tradition avec des matériaux traditionnels? Je pense à des artistes qui ont refait aussi automatiquement de tailler dans le marbre à partir d'un robot. Voilà, cette question de est-ce qu'on inscrit sur des matériaux traditionnels ou est-ce que c'est aussi combiné à une réflexion sur des nouveaux types de matériaux qui seraient plus à même, finalement, de rendre visibles, tangibles ces données comme médium? Oui, j'entends très bien ces trois questions. Alors, la première, s'agissant de l'IA, de deep learning et des capacités actuelles, finalement, qui sont à l'œuvre aussi, puisqu'on voit beaucoup de réalisations. Alors, la question n'est pas simple. Effectivement, oui, c'est une voie possible, une voie de développement extrêmement intéressante, extrêmement stimulante, parce que, effectivement, ce qui est produit nous échappe, pour le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y a une sorte d'autonomie, une capacité à faire, à produire, à apprendre de ce qui est produit, etc. Ce qu'on peut constater d'ores et déjà, c'est que ce qui est produit est souvent basé sur un apprentissage de choses que l'on fait déjà. Donc on peut aussi s'interroger sur le fait que le déterminisme, il est peut-être moins dans les programmes que dans notre capacité à faire et d'être nous-mêmes des éléments un peu déterminants dans notre façon de faire. Donc il y a un effet miroir qui se produit aujourd'hui et qui sera peut-être une des limites qu'il faudra arriver à dépasser. Ce qui est intéressant par ces nouvelles technologies et l'IA en l'occurrence, c'est que c'est un premier stade, c'est une première étape par laquelle le programme va s'autonomiser. Ils vont pouvoir gagner en liberté politique et d'action. Et donc ce qui est intéressant, c'est ce qui va suivre. Là, ils peinent à reproduire ce qu'on sait faire et à voir et à entrevoir ce qu'on sait reconnaître. L'intéressant, c'est quand ils sauront le faire, qu'est-ce qu'ils pourront véritablement engager et produire avec nous. C'est une question extrêmement, qui intéresse évidemment tous les artistes, savoir quelle est leur place à travers ces outils et ces machines qui vont être en capacité de faire mieux ce que l'on aimerait faire aujourd'hui nous-mêmes. Donc quelle place on a encore dans cette relation-là. Bon, c'est une question complexe, mais en tout cas, force est de constater aujourd'hui, il y a des gens comme Albert Timonier qui s'intéressent beaucoup à ça aussi, sur la manière dont on peut jouer avec cette intelligence, la faire dériver, la mettre en échec. Gens comme Nicolas Nova qui joue beaucoup sur la failure aussi. Ce qui est intéressant dans ces dispositifs, c'est moins ce qu'ils produisent que ce qui échappe et ce qui déroute. Sylvie Tissot et d'autres ont travaillé là-dessus aussi. Donc mieux comprendre ces programmes par les impossibilités qu'ils rencontrent actuellement. Bon, vaste question, mais en tout cas une perspective intéressante, certainement pour le monde artistique. Votre deuxième question, c'était le profil un peu artiste, créateur et codeur et la capacité à être un petit peu multi-compétent. Alors c'est vrai que c'est dans la plupart de ceux que vous avez pu voir ici, et puis un certain nombre de noms que j'ai pu vous présenter là, c'est beaucoup de gens qui ont un double parcours, un double profil, une double compétence, à minima, qui est celle de pouvoir programmer, et celle d'être aussi un créateur, un concepteur, un graphiste aussi au sens premier. Voilà, des gens qui ont ces compétences variées. Et c'est vrai que ils ne sont pas tous dans cette capacité-là, ils sont parfois en collaboration avec différentes équipes, mais la plupart gagnent du terrain. Vous avez Giorgia Lupi, que peut-être vous connaissez, qui est une jeune femme extrêmement brillante, qui a une production artistique, graphique avec les données et qui a fait le choix, comme Stéphanie Podzavec, c'est une autre artiste aussi, fait le choix de ne pas travailler avec les machines et qui donc fait un travail de data illustration
d'un travail à la main, art and craft, et qui essaie d'aller chercher justement des mises en figure qui sont à l'échappée de ce que les machines proposent. Il y a aussi encore là un déterminisme dans les modèles qu'on emploie, etc. Que ce soit les différents graphiques que l'on projette, c'est aussi une limitation. Elle met en exergue le fait qu'elle a plus de liberté en échappant, en obviant aux machines qui sont finalement des outils pas si intéressants que ça. Donc, en tout cas, pour répondre à cette question de la compétence variée ou élargie, c'est certain que dans les écoles, dans l'université, dans les formations que l'on mène, et avec des gens avec qui on fait ça, ils ont tendance à être extrêmement polyvalents sur cet aspect-là, et en même temps à considérer le langage de programmation comme la palette graphique par laquelle ils font les choses, que ce soit processing, que ce soit en JavaScript ou l'ensemble des librairies qui sont aujourd'hui disponibles. On a une capacité à produire et à faire par le code qui est absolument vertigineuse, et il est difficile d'imaginer maqueter d'un côté et puis transcrire ensuite. Les choses se font dans le code et dans la matière même du code. Votre troisième question, c'était en lien avec les matériaux. Alors il s'avère que, toujours à l'ENSAD, aux arts décoratifs, il y a un programme qui s'appelle Soft Matter, et on réfléchit à la manière dont on peut mettre en place justement des matériaux intelligents, des matériaux réactifs, qui vont avoir cette capacité. Alors ça peut être des éléments en surface, donc des éléments qui viennent s'ajouter à des substrats bois ou autres, mais c'est parfois dans la mécanique même du matériau initial que des mécanismes et des évolutions du matériau peuvent se faire, et donc on peut les informer, ces matériaux. C'est des matériaux qu'on va pouvoir faire évoluer en fonction de différents états. Donc il y a une vraie réflexion, et c'est très intéressant d'imaginer d'autres substrats et d'autres concrétisations formelles pour traduire la donnée, de même qu'il y a des réflexions sur la robotique évolutionnaire, intelligente, qui est mise en place sur différents programmes. On travaille à l'ENSAD aussi là-dessus. Cette robotique autonome, cette capacité des robots à pouvoir être aussi des agents restituant de la donnée, mais aussi en capacité de s'autonomiser. Bon, voilà, quelques éléments de réponse à des vastes questions. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Sinon, je clôture cette séance. Merci de nouveau, je vous en prie, David, merci à vous pour cette présentation. Et avant de vous laisser partir, je rappelle que la prochaine séance et la dernière séance des lundis numériques pour l'édition 2018-2019 aura lieu le 3 juin, où sera évoquée la question des bases de données liées à un SIG, donc une approche géospatiale à partir des éléments 3D, en s'appuyant sur un projet, sur une modélisation 3D de l'église de Korkor en Éthiopie, le 3 juin. Je vous remercie beaucoup, excellente soirée, et encore merci David. Merci beaucoup. Petite info rapide, j'en profite. L'exposition 1, 2, 3 Data, donc, qui s'est clôturée en octobre 2018, on est en train de la relancer à Toulouse sous une nouvelle version avec plein d'autres choses à voir. Au Basacle, je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, qui est un lieu d'exposition qui se trouve sur la Garonne, c'est en lien avec une centrale hydroélectrique. Et donc voilà, à partir du 4 juin jusqu'à la fin de l'année, l'exposition s'y tient, si vous y passez. Voilà. Merci beaucoup. Parfait, merci.